De retour en direct sur le plateau de Happy Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec notre invité, toujours William Acambré, avec Charles Beauvais qui est avec nous et on va accueillir dans quelques instants Alexis Grasso. On va revenir sur votre carrière. Il y a beaucoup de choses à dire, William. On l'a dit, titré, multi-titré, que ce soit au niveau français, au niveau national, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Mais avant de retracer votre parcours, un mot sur cette blessure. Sur cette blessure qui malheureusement vous empêche d'être présent pour les championnats d'Europe actuellement. Vous en êtes où précisément? Il y a la rééducation qui va arriver très prochainement. Je suis sous plâtre encore. J'ai 6 semaines de plâtre. Et donc là, je suis sur la fin. Il me reste, je l'enlève dans 2 jours. Et après ça, j'irai à Saint-Raphaël, au CERS de Saint-Raphaël pour commencer la rééducation. Donc tout ce qui est mobilisation du pied, réapprendre à marcher d'abord correctement, me remettre au sport aussi, parce qu'avec le plâtre, justement, ça fait 6 semaines que je ne peux rien faire du tout. Donc voilà, ça va être des jours et des semaines de travail de nouveau pour justement retrouver mon niveau. Saint-Raphaël, c'est pour le soleil, hein, c'est ça? Que vous n'êtes pas très loin de Cannes, puisque vous êtes originaire de Cannes. Hein, justement, c'est pour cette raison-là. J'avais déjà fait ma rééducation là-bas pour les ligaments croisés, donc je connais un peu l'équipe médicale là-bas. Moi-même, je suis cannois, j'ai beaucoup d'amis dans le secteur. J'ai ma mère, ma grand-mère et ma sœur qui habitent dans le coin, et je dormirai chez un de mes meilleurs amis, Xavier Baraché, qui vit sur Saint-Raphaël. D'accord, on a une petite surprise d'ailleurs à ce sujet, c'est à venir. Vous avez une date de retour à la compétition, est-ce que vous vous êtes fixé une date? Non, il n'y a pas de date précise. Normalement, la saison est finie, normalement, parce qu'on m'a dit que pour ce genre de blessure, c'est 5 à 6 mois. Ça se soigne assez bien, tout de même, le tendon d'Achille. Ça se soigne assez bien, apparemment. Après, est-ce que ça vaudrait le coup d'essayer de revenir un peu plus vite pour arriver sur une fin de saison? Je pense pas. Peut-être mieux vaut essayer de se soigner au mieux pour revenir le mieux possible et ne pas avoir de séquelles. Donc, je sais pas. On verra vraiment en fonction des semaines qui passent, comment le pied réagit, comment le tendon réagit. Et je pense qu'on verra avec l'entraîneur au fur et à mesure. Et on vous souhaite tout de même un très très bon rétablissement et de revenir le plus rapidement possible, même s'il y a beaucoup de sagesse. Tout de même, on l'a compris dans vos propos, et vous avez bien raison. On va retracer votre parcours, mais tout d'abord, on va découvrir votre portrait. Mais un portrait très particulier. Je pense que ça va vous faire plaisir. Et on va accueillir sur le plateau de Happy Sport Alexis Grasso, un peu déguisé, c'est vrai. Très légèrement déguisé. Non, je reviens pas d'Osiris ni du parc Astérix. Hein, vous allez comprendre un peu pourquoi. Alors, moi, on me dit, Alexis, voilà, faut que tu bosses en soi William Acambré. Je vais pas mentir, voilà, William Acambré, je connais pas. Je déconne, je rigole. Non, mais je suis pas forcément passionné par le handball. Du coup, j'ai un petit peu cherché. Alors, William Acambré, c'est qui, c'est quoi pour ceux qui suivent le sport et le handball? On va le voir un petit peu en image. Voilà, c'est champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Ça, c'est pour tous ceux qui sont amateurs de sport. Pour les amateurs tout court, les personnes comme moi, quand on tape William Acambré sur Google Images, on tombe sur quoi? On tombe sur... En régie, voilà. On tombe sur ça, finalement, on en parlait un petit peu, voilà, Ragnar, on retrouve un petit peu ce côté viking, Game of Thrones, Spartacus, la montagne. Dans Game of Thrones, elle est là. Elle est là, moi je vous le dis. Donc voilà, forcément, on a dû déjà un petit peu vous le faire, ce côté viking, mais on remarque un truc chez les vikings, c'est que pour être un bon viking, il faut une bonne coupe de cheveux. Et chez William Acambré, forcément, ça a mis du temps à se forger. On va voir qu'il y a eu plusieurs William Acambré. Première étape, au niveau de la coupe de cheveux, William Acambré, le William minot, je veux pas faire de bruit, j'arrive dans le monde professionnel, je me glisse et je me fais un petit monde. Deuxième étape, le William Acambré, BG. Bon, je me fais un petit nom, je vais me faire inviter sur les tapis rouges, là ça glisse, un petit peu coiffé, décoiffé, ça passe. Et il y a la troisième étape, pour atteindre le niveau du viking, c'est je contrôle plus rien, et quand on voit cheveux au vent, c'est un petit peu... voilà, forcément, heureusement que le handball se joue en intérieur, parce que je me dis qu'en plein air, ça devrait être un petit peu compliqué finalement. Et après, j'ai un petit peu cherché. Je me suis dit, pourquoi cette coupe de cheveux? En fait, j'ai compris. Aujourd'hui, le mec à la mode, c'est qui? C'est pas vous, Manu. Je suis désolé, c'est pas vous. Pas moi. Charles non plus. C'est, on va le voir, Julien Doré. Franchement, je suis tombé sur cette photo. Il y a un truc, on vous l'a jamais dit. On me l'a déjà sorti. Voilà. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que oui ou non, vous êtes déjà fait passer pour Julien Doré pour Pécho? Non, mais on me l'a déjà sorti. Après, on me sort au moins une fois par jour, à chaque fois, la série Vikings ou Game of Thrones ou alors Thor. Donc,
Donc, Mais quand on me sort Julien Doré, c'est un peu plus drôle, c'est vrai. du coup, il faudrait qu'on l'entende à une petite chansonnette. Non, il y a peut-être Coco Caline, on pourrait faire peut-être tout à l'heure, non? Petite différence de gabarit. Il me lance un regard. Je m'en vais, Non, venez avec nous, Alexis. Bah, venez. En plus, à vous côté de la avez montagne, une. À côté de William, je pense que ça peut être pas mal d'ailleurs. Mais vous avez dépecé quel animal d'ailleurs pour ce Non, costume? c'est la Fashion Week, je me mets. Ah, ouais, on est bien d'accord. Allez-y, installez-vous. Je sais que c'est impressionnant. On ne sait pas pour qui d'ailleurs c'est impressionnant. C'est peut-être impressionnant pour William à Cambrai. Merci beaucoup, Alexis. C'était fameux. Mais non, mais gardez-le. Ah ouais. Ouais, je pense. Ouais, non, mais... Moi, j'aimerais bien que vous le gardiez jusqu'à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Allez, on va retracer votre parcours. On l'a dit, naissance à Cannes, vous êtes cannois et issu d'une famille de sportifs. C'est le moins que l'on puisse dire. Avec un papa d'ailleurs qui a participé aux Jeux Olympiques à 2 reprises, à Munich, à Montréal également, et lanceur de marteau. La maman qui lançait le disque, la sœur qui, elle, lançait le javelot, et puis votre frère qui, lui, a fait du volleyball et qui a fait également du rugby. Bref, ça parlait que sport à la maison. Souvent, oui. Souvent. J'ai tourné souvent autour de ça. Et vous avez débuté d'ailleurs par l'athlétisme. Vous avez fait de l'athlétisme et puis vous avez fait un choix après. Vous êtes tourné vers le handball. J'ai commencé par le handball. Oui. Après, mes parents ont insisté vraiment pour que je fasse de l'athlétisme parce que l'athlétisme est un sport qui propose justement toutes les bases de tous les sports, la vitesse, l'impulsion, l'explosivité. Donc j'ai fait pas mal d'années d'athlétisme. J'étais plutôt bon soit en hauteur, javelot et lancer de poids. Dans les épreuves combinées aussi. Donc c'est vrai que si j'avais pas fait de hand, je me serais peut-être tourné vers le décathlon. Après, je préférais l'esprit collectif, être avec ses amis. Donc je me suis plutôt tourné vers le handball et je pense que bien m'en a pris. L'info, c'est que vous avez été petit un jour d'ailleurs. Hein. On découvre, on découvre les photos. Hein. Ouais, mais là, vous mettez des photos avec mon petit frère qui maintenant, il a 3 ans de moins que moi, mais il me met quand même 8 cm. Ah, c'est vrai? Combien vous mesurez exactement? Je suis 1,94 m, mon petit frère fait 2,01 m. Ah, mais moi je pensais que vous étiez né directement. Et il me met 15 kilos de plus aussi. Ah ouais, d'accord. Dans la famille, on a des bons gabarits. Il a fait du rugby d'ailleurs, le frangin. Hein. Jusqu'à quel niveau? Pro D2, non? Non, il était en équipe de France junior de volleyball. D'accord. Après, il a arrêté, il est allé au centre de formation du rugby à Montpellier. Et voilà, après, je pense qu'il n'a pas voulu persister plus que ça dans le sport de haut niveau. Aujourd'hui, il est pompier volontaire et il bosse dans une entreprise de livraison de béton. Mais ça aurait été un très beau gabarit pour n'importe quel sport de toute évidence. L'athlétisme, ça vous a servi parce que ça a développé peut-être la puissance également. Vous parlez du saut en hauteur, les lancers également qui développent la puissance. Ça vous a forcément servi pour le handball? Oui, parce que je me servais justement de ce que j'apprenais en athlétisme. On t'apprend beaucoup quand tu es jeune à tout ce qui est rebond sur le sol, impulsion. Donc ça m'a beaucoup servi. Et c'est vrai que j'ai cette phrase aussi de mon ami Romain Barras qui m'est un peu resté. Et un jour, il vient voir un match de handball. Il dit, c'est marrant parce que sur le terrain, quand on te voit jouer, tu es le seul qui court placé. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ce truc de, par exemple, courir un 100 mètres, il faut placer les bras, il faut essayer de courir le plus droit possible. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ça en tête. Et donc j'ai trouvé cette réflexion assez marrante. Et pourquoi le handball finalement? Pourquoi vous avez choisi le handball? C'était compliqué de lâcher l'athlétisme? Non, c'était facile. Parce que j'ai lâché l'athlétisme au moment où je suis rentré en sport-études de handball. Donc ça devenait compliqué d'allier les deux disciplines. J'essayais quand même de faire quelques compétitions pour aider le club au niveau des résultats aussi, le club de Cannes. Mais le handball, pourquoi j'ai commencé le hand? Parce que j'étais à l'école, que je faisais pas forcément de sport, qu'un de mes meilleurs amis à l'époque en faisait. J'ai essayé et ça m'a plu immédiatement. Moi j'ai une question toute bête, mais on sait que vous avez un des tirs les plus puissants du handball mondial. Est-ce que vous savez à combien part le ballon quand vous tirez? Ça dépend de la position du shoot. S'il y a une impulsion, un tir fort, ça va au-dessus des 110-115 km/h. Un tir très fort, très fort, ça peut aller autour des 130. Okay. Après, mon shoot maximal, je ne sais pas exactement. Ça doit être on l'a déjà mesuré à des entraînements, des choses comme ça, mais jamais, on ne peut pas le dire parce que sur certains matchs, je pense qu'en étant bien chaud sur certaines positions, un tir peut partir vraiment très fort. Donc, je
pense que on peut pas le mesurer à chaque fois, mais un vrai tir fort au handball, c'est entre 120 et 130 km/h. Et un Viking, un vrai, ça tire à combien, Alexis? Tu tires à combien, toi? Beaucoup plus. Beaucoup plus? Non, mais on avait En plus, mesuré les balles avec, étaient différentes, plus longues, donc elles faisaient encore plus mal, imaginez. Ah ouais, bien avec évidemment. la palette de Renaud Longuet. La dernière fois, on avait mesuré un des tirs de Combien? Nicolas Karabatic, 117 km/h. Et mais pourquoi est-ce qu'on ne calcule pas justement la vitesse systématiquement sur tous Il y les a matchs? sur les compétitions internationales, souvent, il y a des cellules qui permettent je ne sais pas s'ils le mettent sur toutes les compètes, je ne pense pas que le système soit en place sur celle-ci, mais je sais qu'il y a une ou deux compètes où ils avaient mis les cellules justement pour Ouais, ça pourrait pour être le mesurer. intéressant. Ouais, donner quelques indications effectivement de vitesse, de puissance au moment de lancer. D'ailleurs, coup de chapeau aux gardiens, parce que c'est un sport, il faut être kamikaze, complètement il faut être complètement fou, on est d'accord, pour être gardien de handball. Vous ne l'êtes pas, mais enfin, c'est une petite parenthèse. Ils jouent avec une coquille en général, donc ils se protègent un peu les parties, mais c'est vrai mais qu'ils bon, il y a le reste du corps qui est exposé quand même. ils se prennent quelques tirs dans la tête. Ouais, et c'est souvent les tirs d'arrière qui font le plus mal. Après, sur les tirs à proximité, en général, on tire moins fort que sur les tirs de loin. Ouais, moi, ça m'a quand même toujours impressionné. Vous parliez tout à l'heure du sport-études que vous avez intégré à l'âge de 15 ans à Nice, et là, vous faites la rencontre de Xavier Baraché, qui a été votre équipier et votre ami. Et justement, regardez. Je le connaissais avant même. Ah, avant même, c'est vrai? On jouait l'un contre l'autre depuis tout gamin, depuis 4-5 ans, même avant déjà. Il jouait à Nice depuis longtemps, moi je jouais à Grasse et Mougins, donc on se connaissait d'avant même. Regardez, il a un message pour vous. Vu que tu viens la semaine prochaine à la maison à Saint-Raphaël pour tes 3 semaines de rééducation pour le tendon d'Achille, voilà, j'avais une petite question. Est-ce qu'il faut que j'achète un deuxième frigo ou tu es toujours en période de sèche? Ouais, va peut-être falloir faire les courses. Là, je lui ai dit pour le moment, je profite, je suis sous plate, mais je lui ai dit, bon, dès que je vais venir chez toi, je lui ai dit, on va essayer de manger salade, il va falloir se remettre au sport un peu, donc on verra. De toute façon, je lui ai dit, c'est pas moi qui cuisinerai, c'est sûr. Mais bon, on verra, je vais l'aider dans sa paternité. Il vient d'avoir une petite fille, donc je vais apprendre ce que c'est de vivre avec des enfants en bas âge. Je vais vivre une paternité. Ouais, vous allez changer les couches, je vous vois bien. Non, je ne changerai rien du tout. Le cri du cœur. Mais je vais peut-être me réveiller quelques fois la nuit. Ouais. Alors, vous l'avez dit, vous avez joué à Grasse, vous avez joué à Mougins, vous avez joué à Mandelieu également. Ce sont les clubs de la région de Cannes. Et vous découvrez véritablement le haut niveau lorsque vous intégrez le centre de formation de Montpellier. On peut le dire ainsi, à 17 ans? Oui, je suis rentré en sport-études parce que j'aimais le hand. J'ai découvert le plaisir justement J'ai découvert en sport-études le plaisir de se confronter à des mecs de plus en plus forts. Mais le haut niveau, je l'ai vraiment découvert en arrivant à Montpellier parce que dès ma première année en centre de formation, on m'a intégré avec le groupe professionnel. Mes premiers matchs en D1, j'avais 17 ans. J'étais avec les meilleurs joueurs de France, certains meilleurs joueurs du monde dans l'équipe. Et c'est vrai que quand on fait des entraînements, les premiers entraînements face à ces mecs-là, tu sors de l'entraînement, t'es rincé complet. Tu te rends compte du niveau qu'il y a, du vice aussi qu'il peut y avoir dans le handball entre le moment où tu es jeune, le moment où tu es pro. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment forgé en tant que handballeur. Et c'est une période que j'ai beaucoup aimée. Montpellier était vraiment le fournisseur, l'un des principaux fournisseurs de l'équipe de France à ce moment-là. Et c'est vrai que quand tu t'entraînes avec ces mecs au début, tu te dis waouh, ça fait quelque chose. Et au final, quand tu vois que tu arrives petit à petit à faire ton trou et à devenir le titulaire de cette équipe avec tous les grands joueurs qu'il y a pu avoir, ça fait quand même plaisir. Alexis, une question. Là, on voit les photos défiler. On voit que vous avez pris quand même en masse musculaire. Entre votre premier match chez les pros et maintenant, là, vous avez pris combien? À l'époque, j'avais commencé à 17 ans, je devais faire 96, 98 kilos. Ah, donc facile 10 kilos. Facile 10 kilos. Après, tu fais quand même bien plus de musculation et tu t'étoffes sur les premières années. Mais je pense pour tout le monde. Après, c'est vrai que moi, je viens d'une famille où on est quand même sur des gabarits très costauds, donc je pense pas que j'aurais été fin de toute manière. On regarde mon père, mon frère, c'est sûr qu'on n'est pas des... On a plus des gabarits de lanceurs que de marathoniens. Donc ouais, après, je suis sur un poste où il faut être quand même assez solide. On est sur le poste d'arrière, on est le poste au handball où il faut savoir tirer de loin, où il faut aller au contact. Donc en tout cas, ça me sert d'armure et je sais en profiter sur un terrain. Puisque vous parlez justement de cette évolution physique, est-ce que c'est le handball professionnel et l'évolution du sport qui vous a incité, qui veut ça désormais? Est-ce que vous l'avez vu évoluer, ce milieu du
du handball par rapport à vos débuts? Ça fait plusieurs années désormais que vous êtes professionnel. Oui, ça évolue parce que je pense que le moment où je suis arrivé en professionnel, c'était un peu justement. C'était encore un peu amateur. C'était la fin de l'amateurisme du handball. On commençait un peu à passer. Moi, je me souviens avant d'arriver les 2 premières années, juste avant d'arriver à Montpellier, je commençais un peu à regarder les magazines, à regarder un peu à la télé. Il n'y avait pas beaucoup de matchs de handball à l'époque, c'était très dur d'en voir. Donc j'ai essayé de regarder dès que je pouvais. Après, je suis arrivé à une période où justement j'ai vu que les choses bougeaient. L'équipe de France, je suis arrivé en 2005 à Montpellier, l'équipe de France s'est mis vraiment à tout rafler à partir de 2006. Donc je pense que ça a mis beaucoup de visibilité dans notre sport. Donc on est un peu plus passé à la télé, les salaires aussi ont bougé. Il y a eu quand même une belle explosion des salaires, je pense, depuis 10-15 ans. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas peu fiers de ce qu'on a accompli et on n'a pas à rougir par rapport aux autres sports. Et 3 fois champion du monde. On le rappelle, il y a ce parcours à Montpellier avec un premier contrat professionnel signé à l'âge de 20 ans, une première grande compétition en équipe de France, c'est toujours un événement, bien sûr, une première sélection en équipe nationale, et puis un premier titre, ça débute pour vous de la plus belle des manières, champion du monde dès 2011, on le rappelle. Ouais, première compétition et champion du monde, donc un très beau souvenir dans une superbe salle en plus, donc c'est vrai que ça fait quelque chose. Après, j'ai gagné beaucoup de titres, mais chaque titre a une saveur particulière. Aujourd'hui, même dans ma mémoire, des titres de champion de France ou des finales de Coupe de France, selon le scénario qu'il y a pu avoir, ça m'a marqué aussi. Aujourd'hui, si on me demande mes meilleurs souvenirs, ce ne sont pas forcément les grandes finales où c'est un peu un mix de tout. Allez, on va prendre la direction du Gillette Stadium puisque Amadou, il a visiblement une question pour vous. Exactement, William. Je pense que ça serait William le Devin. Ça serait un surnom comme ça qu'il faudrait lui donner parce que j'avais 2 questions. Donc, Solitaris qui demandait ton meilleur souvenir en tant que bleu. Et par la suite, nous avons Flo qui demande son meilleur souvenir sur ces Coupes du Monde. Donc, les 3. Mon meilleur souvenir en tant que avec l'équipe de France. Ouais. Je pense peut-être les Jeux Olympiques, parce que, mine de rien, les Jeux Olympiques, ça reste la compétition sportive par excellence. Je pense que c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus d'un championnat du monde, au-dessus d'un championnat d'Europe. C'est le titre dont tout athlète peut rêver. Et c'est vrai que faire très belle photo. Ouais. Et c'est vrai que, première participation aux Jeux Olympiques et pouvoir les gagner, c'était quand même assez énorme. À Londres, il y avait vraiment une ambiance particulière en plus entre tous les athlètes. Il y a une espèce de communion qui s'était faite. Nous, c'est particulier parce qu'on est les premiers à arriver pratiquement sur la compétition. Et si on va au bout, on est peut-être pas loin d'être les derniers partis. Donc on vit les JO de façon un peu assez intense et il faut être vraiment concentré du début à la fin de la compétition. Donc c'était, après avoir gagné les Jeux Olympiques, c'est juste magique. Juste parce qu'on voyait cette image de liesse, de joie, de fête. Ce n'est pas qu'une anecdote, bien sûr. Les handballeurs savent faire la fête. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous avez fêté votre titre en 2011 de champion du monde ? 2011 champion du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à votre retour en France ? De mémoire, beaucoup de journalistes à l'aéroport. Mais encore. Ensuite, ça a continué. On a une limousine d'un de nos sponsors qui est venu nous chercher. On est allé, je sais qu'on est allé à l'Élysée. On est allé à la boutique de Adidas, sponsor de l'équipe de France de handball aussi. Écoutez, n'allez pas plus loin. Écoutez ce que dit à ce sujet justement votre ami Xavier Baraché. Salut Vili, écoute, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît maintenant. Il y a beaucoup d'anecdotes qu'on a en commun, mais il y en a une qui me vient plus à l'esprit que les autres. C'était lors de notre titre de champion du monde en 2011 en Suède. On est revenu en France fêter ce titre-là. On était à un restaurant sur les Champs-Élysées avec toute l'équipe. Et puis à un moment donné, on se retourne et puis là, plus personne. On n'était plus que tous les deux dans le restaurant alors qu'il fallait changer d'établissement pour fêter ce titre. Donc voilà, on n'était plus que tous les deux. Est-ce que tu te souviens de cette soirée-là ? La réponse, votre réponse. Ouais, je m'en souviens très bien. En fait, justement, on arrive, comme je parlais d'une limousine, donc on arrive avec cette grosse limousine au restaurant. On arrive, donc on mange, on commence à boire des coups.
Entre-temps, pendant le repas aussi, je reçois un texto comme ça d'un ami avec qui j'ai laissé ma voiture à Montpellier qui me raconte qu'il me félicite tout d'abord, mais pour me dire ensuite qu'il a détruit ma voiture. Ah bien. C'est presque anecdotique à ce moment-là. Il a attendu la fin de la compétition et pour me le dire, il a attendu le bon moment. Il a eu raison. Ouais, ensuite, justement, on commence à continuer dans les festivités. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'avec Xavier, on se retourne et là... on savait tous où on allait, mais on se retourne et là, plus rien, plus de limousine. On se dit merde, ils sont tous partis sans nous. Comment on va faire? On va devoir y aller à pied ou commander un taxi. Donc on sort, bien festif. Et là, il y avait des policiers à la sortie. Et ils nous ont regardé, ils ont fait si vous voulez, on peut vous emmener. Et là, on a fait bingo, on y va. Donc on monte avec la police. Et là, nous, bien chaud, on fait si vous êtes capable de rattraper la limousine, vous êtes les meilleurs. Il fait mais on peut faire ce que vous voulez, on peut faire mieux que ça. Ils ont commencé à nous mettre les gyrophares, le truc. Ils ont fait demi-tour sur les champs. On a vu la limousine un peu loin. Après, moi, je commence à me faire un scénario dans la tête. Je leur dis vous voulez pas vous garer devant la limousine, l'arrêter, faire style d'une arrestation. Sortir les menottes, dire au mec à l'intérieur de sortir, les plaquer contre la limousine. Ça va loin, je me suis dit, les mecs nous ont lâchés, donc il faut leur mettre un petit coup de flip. Donc ils vont faire, on va faire ça, vous inquiétez pas. Ils se sont mis juste devant la limousine, ils ont dit au mec de sortir. Mais je pense que les mecs à l'intérieur étaient tellement dans les festivités qu'ils avaient même pas peur. En fait, ils étaient heureux de voir la police aussi. Donc, mais bon, c'était bien marrant. Je pense qu'il faudrait bien plus qu'une seule émission pour raconter toutes les anecdotes de fête après les grands titres de l'équipe de France. Pour l'équipe de France, justement, est-ce que l'objectif, après cette blessure, il y a ce retour évidemment en club, à Veszprém, là aussi on va parler de votre carrière en club, mais vous espérez toujours retrouver l'équipe de France, ça fait toujours partie de vos objectifs. Ah oui, aujourd'hui j'ai 29 ans, donc je pense pas encore à ma fin de carrière. J'ai encore pas mal d'années justement dans le handball, donc l'équipe de France reste un objectif. Toujours l'ambition de continuer avec cette équipe, de continuer à gagner des titres aussi. Et puis c'est une fierté d'avoir ce maillot-là sur les épaules, de représenter son pays, de faire partie de peut-être l'une, voire la meilleure équipe au monde dans notre sport. Donc ça reste, en tout cas, je ne conçois pas continuer ma carrière sans porter le maillot bleu. En tout cas, vous êtes attendu et en équipe de France, on pense toujours à vous. Écoutez ce message de Luka Karabatic. Salut Vili, écoute... Juste un petit message pour te souhaiter bon courage dans ta rééduque qui a déjà commencé. Donc, je souhaite que des bonnes choses et je sais que tu vas revenir encore plus fort. Allez, bisous mon pote. C'est sympa d'avoir une pensée pour vous en pleine compétition, Luka Karabatic. Ouais, surtout qu'il a eu un petit souci à la cheville aussi juste au tournoi de Bercy avant la compétition. Donc, à un moment donné, je pense qu'il n'était pas sûr aussi. Il n'était pas sûr aussi de pouvoir participer à ce championnat d'Europe. Moi, j'étais en béquille, j'en ai même prêté une à un moment donné pour l'aider. Donc, non, le message est sympa et en tout cas, je leur souhaite d'aller au bout. Charles, une question pour Oui, William. juste moi, c'était rapport à l'équipe de France. On avait reçu Jérôme Fernandez ici qui nous avait dit on ne prend pas sa retraite internationale, c'est le sélectionneur qui choisit. Est-ce que c'est votre opinion aussi ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément parce qu'on a tous des vies différentes. Aujourd'hui, forcément, on est sportif et on aspire à un maximum de résultats, ces choses-là. Mais je pense qu'on a tous aussi un à côté. Aujourd'hui, les gens ne voient que le sport et les résultats sportifs, mais ils ne voient pas souvent l'homme qu'il y a derrière. Donc, on ne connaît pas la vie de chacun. Chacun a peut-être des envies différentes. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de passer du temps avec l'équipe de France tant qu'ils sont sélectionnables. Peut-être que certains sont sélectionnables, mais justement ont envie de se laisser un peu d'air à côté de leur objectif en club. Donc aujourd'hui, je pense que on a tous une liberté dans notre vie, celle de décider ce qu'on fait, et je pense que ça en fait partie. Après, forcément, l'équipe de France est un grand honneur, mais il ne faut pas oublier de vivre avant tout. Et donc, est-ce que dans cette optique-là, vous vous êtes fixé une date, par exemple, on vous verra au Jeux de 2020, par exemple? Ça peut être un objectif ou ça, je ne sais pas, bien sûr que c'est un objectif. Pour moi, tant que je jouerai au handball, l'équipe de France sera un objectif. À moins vraiment qu'il se passe des choses incroyables pour me faire changer d'avis. Mais non, aujourd'hui, quand j'ai commencé en professionnel, mon objectif était l'équipe de France. Et depuis que je suis petit, on
On me met ça dans la tête, même on me dit mais toi tu seras en équipe de France plus tard, on me le dit depuis que j'ai 14 ans, donc ça reste l'objectif. Je me dis pas à 34 ans j'arrêterai ma carrière internationale ou non. Après il y aura des choix du sélectionneur forcément, il faut avoir le niveau pour rester dans cette équipe, donc on verra. Il y a pas de... Justement, je vais vous poser la question franchement, au-delà des blessures, parce qu'il y a eu votre passage au PSG Handball, ça n'a pas été un très bon souvenir. Vous n'hésitez pas à me contredire si je me trompe, mais vous n'étiez pas toujours titulaire. À Veszprém, vous retrouvez quasiment la même situation. Est-ce que cette situation, finalement, ce n'est pas un handicap pour retrouver l'équipe de France le plus rapidement possible ? Non, parce que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le PSG a été, oui et non, une bonne expérience, parce que la première année a été super, hormis le fait que je me fasse les ligaments croisés sur la dernière année. Après, ça a été compliqué parce que j'étais face à un entraîneur qui avait décidé de ne pas me faire jouer, peu importe ce que je pouvais proposer, alors qu'il me mettait parfois 10 minutes sur le terrain et je mettais 5 buts en 10 minutes, ça ne changeait rien pour lui. Donc là, je suis dans une situation complètement différente à Veszprém. Je suis dans un club où je retrouve du temps de jeu. Je suis dans un club aujourd'hui où forcément je ne peux pas jouer, avoir un temps de jeu énorme non plus, parce qu'on est 21 joueurs professionnels. On est le club avec le plus de joueurs professionnels en Europe. Il n'y en a que 16 qui peuvent jouer par match. Je suis sur un poste où justement on a beaucoup de joueurs, donc il y a des turnovers et il y a certains matchs où justement il fait ses choix et il doit mettre quelques mecs sur la touche. Mais aujourd'hui, je pense en 3 mois, j'ai quand même plus joué que mes 2 dernières années à Paris. D'accord. Donc aujourd'hui, ça n'est que du positif pour moi et voilà. Vous parliez de cet entraîneur à Paris, c'était Serbarovic, c'est ça qui va quitter visiblement. Il a annoncé donc à la fin de la saison le PSG Handball. Pas qu'un mauvais souvenir alors en tout cas ce passage à Paris. Non, parce que la première année avec Philippe Gardan a été très bonne et voilà, le reste ce ne sont que des choix d'entraîneur, mais à côté j'allais m'entraîner sérieusement. Dès qu'on me mettait en match, j'étais le plus sérieux possible et je faisais des très bonnes performances aussi, mais bon, ça ne suffisait pas. Il avait décidé de ne pas me faire jouer et j'étais pas Pour quelle raison ? Parce qu'il en avait pas envie. Vous en avez pas parlé ? Non, parce que des joueurs ont essayé d'aller lui demander, justement. J'étais pas le seul dans ce cas-là. Il y a même un joueur qui allait lui demander qu'est-ce que je peux faire, coach, pour jouer. Il lui a répondu non, rien, fais rien, tu es parfait, mais tu joueras pas. D'accord. Donc, quand on vient de serrer la main aussi en te disant bonjour avec une main molle en regardant à côté, on voit qu'il y a une sorte un peu de manque de respect. Donc, c'est ce côté-là qui passait pas. Après, je n'ai rien contre la personne en elle-même, c'est juste la façon de gérer les hommes qui me plaisait pas forcément, mais j'étais pas le seul dans ce cas-là. Il y en avait quand même quelques autres. Vous avez 2 ans de contrat encore en Hongrie à Veszprém. Alors vous êtes loin évidemment de la fin de votre carrière et je vous la souhaite encore très longue. Est-ce que vous pourriez envisager par contre un jour un retour en France ? Si oui, dans quel club, dans quelle équipe ? Peut-être Montpellier, c'est là que vous avez débuté. C'est envisageable ? Tout est ouvert. Il me reste, après cette saison, il me reste 2 années de contrat. On verra. Peut-être je me sentirai bien à Veszprém et je continuerai là-bas ou dans une autre équipe à l'étranger, comme avec un possible retour en France. J'ai pas de prédiction aujourd'hui quant à mon avenir. J'ai pas spécialement de préférence non plus. Ça dépendra des opportunités. Des opportunités, de mon envie, des propositions des clubs. Est-ce que je continue ou non à jouer la Coupe d'Europe. Mon objectif, c'est quand même de jouer la Ligue des Champions sur tout le long de ma carrière. Donc, je suis en fonction de ça aussi. Et on verra bien le moment venu. Dans quelques instants, une dernière question de Charles. Oui, parce que vous parlez de la Ligue des Champions. On sait que Veszprém a participé aux 3 derniers Final Four, si je ne me trompe pas. La perspective peut-être de retrouver le PSG au Final Four là, en fin de saison, est-ce que ça pourrait vous motiver pour accélérer encore un peu plus la rééducation Je me suis posé la question. Pas seulement rencontrer le PSG, mais jouer le Final Four. Est-ce que ça serait intelligent surtout Raisonnable. On verra. Je connais pas plus que ça les délais. On me les a dit en gros. Après, chacun est différent. Il y en a qui reviennent plus vite. Il y en a pour qui c'est long. Donc, on verra en fonction de ça. Après, est-ce que le coach aussi voudrait faire jouer un joueur qui n'a pas joué depuis des mois et le mettre sur un Final Four de Ligue des Champions, qui est quand même le moment clé de la saison. Encore faut-il aller au Final Four. Oui. Donc,
Je sais pas. En tout cas, je me laisse le temps de voir les douleurs, de voir comment je reprends et je ferai vraiment en Rien fonction n'est et je prendrai pas de risque, même si c'est pour jouer un Final Four, je préférerais attendre la saison prochaine et faire une bonne préparation. Encore un petit peu de patience pour connaître bien évidemment l'avenir de William à Cambrai, même si l'avenir c'est cette rééducation et retrouver bien sûr le plus haut niveau le plus rapidement possible. Il est formidable, Alex. Franchement. Non, ça me va très bien. Non, c'est bien, c'est passe-partout. C'est. Je sais pas comment je dois le prendre, mais. Non, c'est pas mal. Allez, on va se quitter juste le temps d'une dernière respiration. C'est pas terminé, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une question pour un crampon. Il y a le live à venir également. Juste une dernière question, quelques secondes. Ça ressemble à quoi, Veszprém? Veszprém, ça ressemble à quoi? C'est une ville agréable, on vit bien là-bas. C'est une ville de 60 000 habitants, Très bien. avec un petit village médiéval en haut. J'habite sur la place principale, pas très loin d'ailleurs. C'est une ville mignonne, D'accord. très agréable l'été. Il y a pas mal de touristes et c'est assez étudiant. Bon. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tu vas 2-3 fois au restaurant, une fois au supermarché, t'as fait ta semaine. Quoi. Bon bah. Par contre, c'est une des ambiances les plus chaudes d'Europe. C'est une des ambiances les plus chaudes d'Europe. C'est une salle de 6000 places et pour un match de Ligue des Champions, quand on est fan de hand, je pense que l'ambiance, elle est vraiment à voir. Pour moi, c'est une des plus grosses ambiances dans le handball avec Kiel. Bonne expérience, on l'a compris, bien évidemment. Restez avec nous, c'est pas terminé puisque nous sommes ensemble jusqu'à 20h. On se retrouve dans quelques instants, toujours avec notre invité, bien sûr, William à Cambrai. De retour sur le plateau de Happy Sport, c'était ma meilleure vanne de la soirée. Évidemment, c'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est le moment de l'émission que je préfère. William, c'est question pour un crampon. Avec notre invité, William à Cambrai, qui va nous accompagner bien évidemment jusqu'à la fin de l'émission. Et Alexis Grasso, dit le Viking, et Charles Beauvais. C'est simple, vous connaissez Question pour un champion. Je connais. Tout le monde connaît Question pour un champion, bien évidemment. Je vous pose des questions. Ah, mais pas seulement votre grand-mère. Je vous pose des questions. Attention, il faut enchaîner 4 bonnes réponses. 4 bonnes réponses consécutives. 5, on me dit. On a changé les règles. En direct. 5 bonnes réponses consécutives. Si jamais vous n'arrivez pas à enchaîner ces 5 bonnes réponses consécutives, vous retombez à 0. Il y a une pression absolument énorme. Question pour un crampon dans Happy Sport. C'est parti. 8 questions au total. Voici la première. Quel est le duo d'entraîneurs de l'équipe de France de handball? Dinard, Guillaume, Gilles. Bonne réponse. Et en plus, il buzz. Ça sert à rien le buzzer, mais c'est pas grave. Quelle est la dernière compétition internationale remportée par la France? Les championnats du monde en France. Je dis oui, c'est une bonne réponse. Qui est le capitaine de l'équipe de France actuellement? Cédric Sorendo. Ah, c'est trop facile ces questions, c'est beaucoup trop facile. Quelles sont les 2 légendes du handball à avoir pris leur retraite suite au dernier championnat du monde? C'est la pression du temps. Attention, ça tourne. Thierry Omeyer, Daniel Narcisse. Oh, nous sommes à 4 bonnes réponses. S'il enchaîne une 5e réponse, quels sont les 2 clubs qui comptent 4 joueurs dans cette équipe de France? La mer Noire. Si, c'est une bonne réponse. C'est pas mal, ça fait 4 bonnes réponses consécutives pour William à Cambrai. Est-ce qu'on a du temps? C'est fini? Allez, pour le plaisir, les dernières questions, me dit Julien Gray. Quel est le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France? Le plus capé. J'adore ce jeu. Quelle pression, la pression est énorme. 417 sélections. Jackson Richardson. Oh, bien vu, il est sélectionneur d'un pays africain, il est champion olympique. Il a atteint le stade de champion olympique. Vous pouvez l'applaudir. Félicitations. Capé niveau sélection ou niveau titre? Niveau sélection, 417 sélections. Niveau titre, ça c'est une autre question. On va enchaîner avec Alexis Grasso. On peut applaudir encore une fois, bien évidemment, William à Cambrai et Charles Beauvais également. Alors là, attention messieurs, vous avez la pression. Allez. Vous avez la pression. Il a peur là, regardez. C'est parti. Là, il a été talentueux. En même temps, c'est un peu son boulot quand même. Hein. On va pas se le cacher, c'est un peu son métier. Ça va les amis? Ça va. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. J'adore ce rôle. Moi, je ferai que ça d'ailleurs dans Happy Sport. Qui est le plus jeune joueur de l'équipe de France de handball? Là, dans l'équipe Actuellement? Oui. C'est pas lui, c'est... Dis quand même. Bien vu, c'est pas mal, il est pas mal. En comptant cette édition, à combien de championnats d'Europe a participé la France? En comptant cette édition. 11 ou 12.
Championnat d'Europe. Ah non, mauvaise réponse. Ah non, J'ai dit 11 ou 12, non mais on réfléchit. On n'a pas buzzé. Là on buzz. Et si on buzz maintenant, je ne l'accepte pas. C'est parti. Ouais, Combien ça triche. en a-t-elle remporté? Combien de victoires pour l'équipe de France lors des championnats d'Europe? Ah, qu'est-ce qui se passe là? 3. Ah oui, on est au bout du temps. 3 Oui, bonne réponse, je dis bien. On repart, on a 2 minutes encore. Combien de sélectionneurs étrangers ont dirigé l'équipe de France? Combien de sélectionneurs étrangers ont dirigé l'équipe de France? Allez, messieurs. Un seul. Est-ce qu'il a la réponse? Est-ce qu'il a la bonne réponse, William Macambré? 0. Oh, c'est 1. Eh ouais, de mémoire, et c'est un ouais. Allemand. Bernard Kempa. Ça vous parle ou pas? Oui. Ah, c'est bien, ça lui parle. On est rassurés. Allez, autre question. À quand remonte la première médaille gagnée par l'équipe de France? Messieurs. Non, c'est les championnats du monde, mais c'était 93. Non, Non, avant. oui, 92. 92, non? 87, les 87. Jeux méditerranéens. Et 92, c'était la première médaille olympique. Voilà. Lors des Jeux olympiques de Barcelone. On continue. Combien de joueurs ont dépassé les 1000 buts sous le maillot français? Combien de joueurs ont dépassé les 1000 buts? 1 ou 2. 3. Ce serait qui les 3? Ah ouais, Jackson Richardson. c'est facile de répondre 3 comme ça. Alors, Richardson. Faux, absolument faux. Jérôme Fernandez. Fernandez. Bien vu, Nico. bien vu aussi. Et le dernier? Hop, 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 hop. Non, c'est pas meilleur. C'est Frédéric Voll. Ils sont champions du Val-de-Marne, me dit Julien Gray. Champion du Val-de-Marne. On peut tout de même C'est les déjà ça. applaudir. Le C'est grand déjà ça. vainqueur s'appelle évidemment William Macambré. Vous avez tout donné.